Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV, émission spéciale en ce 11 novembre, on le précise, émission enregistrée. Le 11 novembre, c'est bien sûr l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 107e anniversaire de l'armistice de 1918. Petit quiz d'ailleurs en fin d'émission avec l'excellent Grégoire Donat. 1918-2026, 2025, une figure demeure, une figure revient, celle du fantassin. C'est ce que nous rappellera dans un instant le colonel Michel Goya, auteur d'un nouveau livre, Théorie du combattant, un livre passionnant. Place à l'histoire, c'est l'heure de faire mémoire. C'est en tout cas le cri, l'appel et l'alerte lancés par l'historien Dimitri Casali. Point de vue spécial 11 novembre, c'est parti. Bonjour Michel Goya. Bonjour. Le 11 novembre, c'est aussi la journée d'hommage aux morts en opération extérieure. Oui. Et votre livre commence sur un épisode sanglant, récent, un hommage aux 10 soldats français tués et 21 autres blessés. C'était le 18 août en vallée d'Ouzbine, en Afghanistan. Oui, c'était une manière de rappeler que les guerres et les opérations, d'une manière générale, se mènent d'abord avec des hommes et des femmes qui acceptent volontairement d'entrer dans des zones de mort pour aller défendre les intérêts de la France. Et ces hommes et ces femmes, ce sont ce qu'on appelle les combattants rapprochés, quoi. C'est essentiellement des fantassins pour la plupart, mais ça peut être des tankistes, etc. Et ce sont eux qui portent la charge quand même, ce sont eux qui meurent, pour le dire simplement, très majoritairement dans ces opérations. Ce qu'il y a, c'est qu'à travers cet épisode, la France redécouvre la mort, la guerre, oui, la tragédie. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas connu, à ce moment-là, qu'on n'avait pas connu de vrais combats, de combats de grande importance, qu'on n'avait pas connu des morts au combat. Là, vous en avez 10 qui sont tués dans une seule journée. Ça n'était pas arrivé depuis 1983 à Beyrouth. Oui, et est-ce que finalement la différence entre Ouzbine et Beyrouth, Ouzbine, entre guillemets, c'est macabre de parler comme ça, surtout aujourd'hui, mais surtout en ce 11 novembre, mais il y a 10 morts, alors qu'au Drakkar, il y en avait 50. Mais est-ce que c'est pas un peu différent, Ouzbine? Le Drakkar, c'est un attentat. Et Ouzbine, c'est une attaque comme on aurait pu connaître, une embuscade, comme on aurait pu connaître lors de la guerre d'Algérie, ou pendant la Première Guerre mondiale. Oui, bien sûr, oui. Alors, à Beyrouth, c'est aussi une attaque. C'est une attaque d'une certaine manière, dans un contexte particulier. Mais Ouzbine, on est véritablement, pour le coup, en guerre ouverte. On a un peu de mal, d'ailleurs, à l'admettre véritablement, mais c'est un combat tout à fait classique d'infanterie. Ce même type de combat aurait pu avoir lieu 50 ans plus tôt, ça serait passé sensiblement de la même façon. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer. À ce moment-là, moi, je suis à l'état-major des armées. J'ai un des conseillers du général Georges Lain à l'époque. Voilà, et donc je fais notamment ce qu'on appelle le rétex, en grande partie le retour d'expérience de ce combat. Et ce qui me met un peu en colère, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est que le dernier retour d'expérience que j'avais fait, j'étais allé en Afghanistan 2 ans plus tôt, en disant, attention, la foudre ne va pas nous épargner éternellement et qu'il faut bien se préparer à revenir au combat de haute intensité. Et voilà, malgré tout, on avait un petit peu oublié. Juste une question, Michel Goya. À ce moment-là, en évoquant cet épisode sanglant, tragique, vous dites on aurait pu faire mieux avec les mêmes dispositifs. Oui, alors c'est un peu. Alors, le paradoxe de toute cette affaire, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même fallu un petit peu plus de moyens à ce moment-là? Oui, bien sûr, on aurait pu faire mieux. Mais voilà, tout le paradoxe, c'est que ces gens-là... Ça veut dire que... non, mais quand on lit cette phrase, est-ce que ça veut dire que... Pardon, je vous pose la question, je mets les pieds dans le plat, mais les combattants n'ont pas assez bien combattu à ce moment-là?
non, c'est pas la question. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont été extraordinairement courageux. Non, c'est pas les combattants qui sont en cause. Mais c'est, en fait, on va dire plus largement, c'est la nation qui est en cause dans cette affaire. Nos soldats, nos fantassins, nos combattants rapprochés, ce sont eux qui mènent les guerres, ce sont eux qui meurent. Et quand ils meurent en masse, ça fait un choc national. À ce moment-là, ça a été véritablement un choc. On a 10 soldats qui meurent et on se rend compte que ces gens-là, d'abord, ils devraient être une priorité nationale. Si la mort d'un de ces soldats a un effet stratégique, dans ce cas-là, la logique, ce serait que ces gens-là aient une priorité également stratégique. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que, justement, on va y revenir, cet élément du fantassin a été négligé. On va essayer de comprendre pourquoi et pourquoi il faut pas, selon vous, en tous les cas, le négliger. Juste une question. Ces soldats qui sont morts, qui se sont battus, c'était des héros ou c'était des victimes ? Il n'y a pas de victimes en temps de guerre. Les soldats ne sont pas Pourtant, on a commémoré ça et à ce moment-là, on a pleuré ces morts comme des victimes. Oui, c'était une erreur, ce qui montre bien d'ailleurs le trouble dans lequel on était. Vous savez, quelques mois plus tôt, vous avez le Premier ministre de l'époque qui dit « Non, la France n'est pas en guerre en Afghanistan, aucunement. » Et donc, lorsque survient ce combat, le lendemain... je me rappelle très bien aussi, on demande au ministre de la Défense de l'époque, M. Morin, donc, Monsieur le ministre, on est en guerre. Il répond non. Non, parce que la guerre, ça se fait entre États, ça se fait... donc, ce qui montre bien le trouble dans lequel on est. Vous dites très bien qu'une guerre, c'est pas forcément entre États. Ah non, bien sûr que non. C'est pas qu'entre États. Non, mais la guerre, c'est un acte politique, c'est un affrontement politique violent qui peut se faire entre États, mais aussi contre des organisations armées, ce qui était le cas en Afghanistan. Alors, vous dites le combattant à pied prend alors une importance stratégique et il a été négligé. Petite question d'histoire d'ailleurs, avant d'y revenir pourquoi, et justement cette phrase d'Hervé Morin est très intéressante, mais est-ce que la Première Guerre mondiale n'est pas la dernière avant une grande parenthèse, au moins pour la France jusqu'à la guerre d'Algérie, une parenthèse pour le fantassin? Écoutez, alors pour parler de l'infanterie, vous avez une très grande évolution que j'explique dans mon livre, qui a lieu pendant la révolution industrielle, c'est-à-dire que là, on a des instruments de puissance de feu qui sont considérables. Sur le champ de bataille, au lieu de se tirer à 100 mètres comme à Waterloo, on se tire dessus à 400 mètres. Et donc, ça change considérablement les choses. Au lieu de pour aller au contact, ce qui amène souvent un peu la décision au combat, au lieu de franchir 100 mètres dans la fumée, il faut en franchir 400 et ça change tout. Et on a toute une évolution qui se fait pendant une centaine d'années à peu près, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une étape très importante qui est la Première Guerre mondiale. Il y a un saut également très important. Et les choses se fixent en matière de combat d'infanterie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, depuis cette époque, les choses on a des nouveaux équipements, mais on peut changer. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple... Est-ce que la machine ne prend pas le pas, à partir de là, sur l'homme ? Et est-ce que l'arme nucléaire ne tue pas le combattant et le combat au corps à corps ? Les dualistes, comme vous les appelez dans votre livre. Non, on a toujours besoin de ces combattants rapprochés. On peut faire la guerre sensiblement de deux manières. On peut la faire à distance, quand on a la supériorité aérienne, on a de beaux avions, on a beaucoup de moyens, c'est très pratique de faire des frappes à distance, on risque pas grand-chose. Mais ça donne pas, en réalité, rarement des résultats stratégiques. Pour avoir des résultats stratégiques, il faut aller sur le terrain, il faut avoir des gens qui plantent des drapeaux ou qui défendent des drapeaux. Et ces gens-là, il faut accepter qu'ils meurent aussi. Vous dites que les fantassins et les soldats à pied prennent une importance stratégique, notamment on le voit après Ouzbine, et puis après tous les morts de la guerre en Afghanistan, après tous ceux, notamment aussi de l'opération Barkhane en Afrique, au Mali et au Sahel. Mais est-ce que ils ne deviennent pas stratégiques parce qu'ils sont médiatiques ou parce qu'ils sont vus comme des victimes, plus que par leur utilité, entre guillemets, militaire, pardon de parler comme ça? C'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la mort d'une poignée de soldats, ce qui est un événement historique un peu nouveau, la mort d'une poignée de soldats devient un événement stratégique, en soi, ces gens-là doivent recevoir une attention aussi stratégique. Il faut être complètement logique. Alors, quelle est l'attention qu'ils devraient recevoir aujourd'hui? D'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces combattants rapprochés, alors c'est les fantassins, mais c'est aussi, c'est tous ceux qui vont véritablement au contact de l'ennemi, qui vont le voir un peu les yeux dans les
les yeux ou à quelques centaines de mètres qui tirent dessus. Ces gens-là n'ont jamais été aussi peu nombreux en France par rapport à la population. Vous avez, ça représente peut-être 30 000 hommes et femmes, surtout des hommes, évidemment, mais c'est très peu, c'est très peu. Or, on gagne les guerres fondamentalement avec ces gens-là. Donc il faut augmenter les effectifs de l'infanterie aujourd'hui. Oui, il faut non seulement, oui, certainement, bien sûr, quand on est capable de, quand on dit on est capable de déployer à peu près 15 000 soldats au loin, ces 15 000 soldats, c'est essentiellement des combattants rapprochés. Bon, mais 15 000, c'est très peu en réalité. Vous avez des centaines de milliers de fantassins qui se battent de part et d'autre en Ukraine à ce moment-là. Et donc, c'est toujours pareil. Pour aller contrôler le terrain, il faut des soldats, il faut prendre des risques, il faut prendre des soldats, et cela. C'est ce qui est important, ce que vous expliquez, Michel Goya dans votre livre, c'est que c'est bien d'avoir des drones et on voit et des satellites, parce qu'on voit en Ukraine que ça a fait la différence, qui tient les hauts, tient les bas, mais une fois qu'on a gagné par le haut ou repris du terrain par les bas, après il faut le contrôler. Et c'est là où on a besoin d'un fantassin. Oui, bien sûr, c'est des hommes au sol qui contrôlent le terrain. C'est pas tout de bombarder à distance, de frapper. À la fin de la partie, on compte les drapeaux. Hein. Ouais. Faut faire les matons de la reconquête, c'est eux. Le rôle des soldats à pied s'est accru avec les multiplications des corps expéditionnaires. Ce sont des opérations d'interposition ou de soutien. Mais est-ce que la guerre de haute intensité, une guerre d'État contre État, pour reprendre l'expression insinuée par Hervé Morin, n'a-t-elle pas plus besoin d'avions, de drones, d'hélicoptères ? Quand on fait la guerre en Irak, par exemple, on apporte des canons César, c'est-à-dire des canons précis et surtout capables de tirer de loin et de s'éloigner, de l'ennemi. Oui, bien sûr, mais en fait, on a besoin des deux, bien sûr. Dans la guerre en Ukraine, les Russes et Ukrainiens se tapent dessus à grande distance, à grands coups de missiles, de drones à longue portée, mais il y a aussi une ligne de front, quoi. Et les choses les plus importantes, en réalité, se passent sur cette ligne de front, où on se bat. Alors, la nouveauté, c'est que, effectivement, je disais que les formes de combat avaient relativement peu évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'embuscade d'Uzbin, vous mettez des soldats allemands en face, à la place des talibans. Ça donne des soldats allemands de 1944 à la place des talibans. Vous avez sensiblement la même forme de combat. Maintenant, ce qui se passe en Ukraine, c'est que cette forme de combat rapproché a vraiment évolué. Là, il y a un saut. Moi, j'ai passé des dizaines d'années à travailler sur ça. C'était mon métier, le combat d'infanterie, le combat rapproché. Maintenant, je me sens un petit peu obsolète. C'est-à-dire que là, les conditions le combat a changé essentiellement par l'omniprésence des drones sur le champ de bataille, mais pour autant, ça rend ces individus peut-être encore plus importants. Ces petits groupes qui combattent sur le terrain, sur cette ligne de front, ils sont importants en nombre, il en faut. Un des problèmes de l'armée ukrainienne, en réalité, son problème majeur, c'est qu'elle manque tout simplement de fantassins. Pourquoi ? Parce qu'elle manque suffisamment d'unités pour pouvoir contrôler la longue ligne de démarcation. On disait, le fantassin, le combattant rapproché, c'est celui qui, au bout du compte, contrôle le terrain. Mais à partir du moment où vous avez énormément d'espace à contrôler, il vous faut beaucoup de fantassins. Il faut le nombre, et en même temps, il faut des fantassins. C'est quand même un métier très particulier. Rentrer dans une zone de mort, se combattre, c'est très particulier. Vous acceptez d'avoir une transformation physique, une transformation psychologique face à des individus qui connaissent sensiblement le même processus. Et il y a aussi un facteur, j'allais dire, qualitatif. C'est-à-dire que quand vous regardez les combats qui se passent, les affrontements directs d'homme à homme, c'est très inégal. Le résultat est très inégal. Ça peut être étonnant, mais c'est globalement le meilleur qui l'emporte et qui écrase l'autre. Et donc, c'est très important de mettre l'accent d'une manière générale. Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur dans un combat d'infanterie ? Parce qu'on résiste mieux à la pression, parce que, en gros, voilà, répondre plus simplement, vous rentrez dans une zone de mort, vous devez répondre à une question fondamentale. Est-ce que je comprends ce qui se passe? Est-ce que je suis capable de faire face aux événements? Est-ce que je suis capable de faire face à la menace? Si vous répondez oui, parce que vous êtes bien formé, vous êtes bien entraîné, bien équipé, parce que vous avez autour de vous des gens en qui vous avez confiance, des chefs en qui vous avez des confiances, tout ça, et vous êtes très compétent, vous allez répondre oui. Et là, vous allez vous transformer une sorte de petit super-héros pendant quelques minutes, quelques heures, et vous allez être relativement efficace. Si vous répondez non à la question, je ne comprends rien à ce qui se passe, je suis complètement dépassé, je suis mal formé, je ne sais pas me servir de mon arme, etc. Vous allez être complètement dépassé, vous êtes même plutôt paralysé par cette pression, et au bout du compte, l'un
affrontant le deuxième, c'est le premier qui va forcément vaincre le deuxième. Ce qui est important au combat est invisible pour les yeux, dites-vous. Oui, si vous regardez un combat d'infanterie, mais un combat de chars, c'est plus flou, c'est plus abstrait, mais vous voyez des soldats combattre de loin, vous les regardez, et puis vous dites, ce comportement est étrange, pourquoi est-ce qu'il faut... C'est pas un match de foot. Hein. Ah non, c'est pas un match de foot du tout, mais c'est une particularité. Alors c'est un des problèmes que l'on a, c'est-à-dire que les fantassins, c'est comme des footballeurs qui ont dit, vous allez faire un match, mais vous n'avez pas le droit de vous entraîner. Vous ne pouvez pas vous entraîner de la même façon parce que ce match, c'est un match mortel. Et vous ne pouvez pas vous faire des entraînements match mortel. Et donc, vous allez faire un match unique, d'une certaine façon, ou quelques-uns, où vous allez mourir, tuer. C'est quand même ça aussi la vraie spécificité du soldat, sans avoir la possibilité de vous entraîner de manière réaliste. Et donc, quand vous arrivez sur le terrain, il se passe des choses très importantes. Et ces choses invisibles, ce sont des choses qui se passent dans les corps humains. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, l'être humain engagé dans une zone de mort, c'est un autre être humain. Il se transforme. Et il a des comportements qui peuvent être vus de loin, qui peuvent paraître étranges. Pourquoi est-ce qu'il faut des centaines, parfois des milliers de cartouches, par exemple, pour toucher quelqu'un sur un champ de tir? Vous visez, vous mettez une, deux cartouches pour toucher votre cible à 200, 300 mètres, ça ne pose pas de problème. Sur le terrain, quand vous faites le nombre, par exemple, faites le rapport entre le nombre de cartouches qui sont tirées, le nombre de soldats ennemis qui sont touchés par ces cartouches, vous avez des rapports qui sont pas hallucinants. Vous dites, c'est bizarre. Mais non, quand vous êtes engagé dans cette affaire, vous apercevez que c'est pas comme dans des jeux vidéo, vous voyez très peu l'ennemi, et même dans les conditions en Ukraine, vous les voyez de moins en moins même. Vous voyez très peu l'ennemi, vous tirez un peu parfois pour vous rassurer, parce que vous avez besoin de faire quelque chose. Vous tirez sur des zones plutôt que sur des hommes, souvent, et ça aboutit à des choses, vous passez votre temps, des choses qui peuvent paraître bizarres, vous passez votre temps en réalité à chercher, à comprendre ce qui se passe, où est-il. Tout le monde se planque. Un combat vu de haut, souvent, en réalité, vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez des hommes qui se cachent, qui se cherchent, qui, souvent d'ailleurs, pour le combat du fantassin, subissent les choses plus qu'ils ne sont actifs. Le fantassin, il passe son temps à combattre des choses, combattre les obus qui lui tombent dessus, enfin essayer d'éviter les obus qui lui tombent dessus. Oui, c'est beaucoup un combat d'évitement. On parlait du foot, mais ce serait plutôt le tennis, quand même. À quel type de guerre devons-nous nous préparer aujourd'hui, Michel Goya? À quel type de guerre les fantassins seront nécessaires? Les fantassins seront toujours nécessaires, quel que soit le type de guerre, il faut être clair. Soit, ce qu'on a connu un peu dans le passé, on combat des organisations armées, c'était le cas au Sahel, ou ça peut être le cas contre l'État islamique, etc. Mais dans ce cas-là, il faudra aller au contact de la population, au milieu des populations. Par exemple, les fantassins doivent aujourd'hui se préparer à une guerre urbaine, et y compris une guerre urbaine sur le territoire. Alors, la guerre urbaine, oui, ça c'est évident. D'une manière générale, les combattants rapprochés, les fantassins en particulier, sont surtout destinés à combattre dans un milieu difficile. Et la guerre urbaine est l'un des milieux les plus difficiles. Oui, alors c'est qui a pris énormément d'importance. Maintenant, les zones urbaines sont beaucoup plus importantes. Vous avez parfois des combats qui se font dans des zones urbaines un peu géantes, à Gaza par exemple, où là, on est sur 200... Alors, c'est pas urbanisé partout, mais c'est quand même une sorte d'immense zone urbaine de 340 km². Voilà, et on voit que toutes les difficultés que ça... Donc, tous les pièges qu'il peut y avoir. La mort, non pas à tous les coins de rue, mais sous les pieds, par exemple. Bien sûr. Donc, c'est en plus le combat urbain... Les snipers... Etc. Donc, c'est un combat qui est d'ailleurs en 3 dimensions. Il faut regarder partout. C'est extrêmement compliqué, ce qui fait que ça aboutit d'ailleurs à des batailles qui sont extrêmement longues. On se bat depuis 2 ans dans Gaza, on se bat Mossoul, il a fallu des mois et des mois pour s'emparer de cette ville. Bagdad en 2007-2008, ça a été très long aussi. Donc ça, c'est le propre, en réalité, de la plupart des combats modernes. On le voit aussi en Ukraine. Plus nombreux, ça sera ma dernière question, oui. Plus nombreux, mieux considérés. Oui. Encore une chose à améliorer pour le combat des fantassins, la dernière. Et peut-être mieux formés, plus équipés, etc. Je donne juste un exemple. On parlait de l'Afghanistan. En 2005, on se dit, tiens, voilà, notre fusil d'assaut, le FAMAS, il commence à être un peu usé, un peu vieux, c'est pas mal de remplacer. Il nous aura fallu 13 ans
pour arriver à le remplacer, pour acheter un matériel qui existait déjà. Et qui n'est pas français. Qui n'est pas français, certes, alors ça pose d'autres problèmes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu 13 ans pour rééquiper nos soldats, alors qu'entre-temps, on se battait en Afghanistan, on se battait dans le Sahel, etc. Il est bien, le remplaçant du FAMAS? Très bien. Merci beaucoup, Michel Goya. Théorie du combattant, encore une fois, comme à chaque fois avec un livre de Michel Goya, un livre absolument passionnant et surtout, on sort plus instruit et beaucoup plus intelligent, en tout cas on a le sentiment de l'être, une fois qu'on l'a lu et c'est indispensable pour décrypter justement ces guerres modernes, comme vient de nous l'expliquer le colonel Goya. Merci beaucoup et c'est aux excellentes éditions Perrin. Il faut se garder de l'histoire bataille, nous apprenaient les promoteurs de l'histoire thématique et de l'école des annales. Même, s'il faut le reconnaître, les batailles font souvent, même très souvent, l'histoire. Et même si souvent l'histoire, notamment l'histoire de France, est un véritable champ de bataille, comme le rappelait Éric Anceau sur ce plateau il y a un an. Dans notre code civil, vous avez le terme assimilation qui aujourd'hui est devenu un gros mot, mais il n'a pas encore été supprimé du code civil. Alors le président Macron avait dit il y a quelque temps qu'il faudrait retoucher ce code civil pour l'ôter. On lui préfère aujourd'hui d'autres mots comme intégration. Et l'assimilation, justement, c'est faire nation républicaine. Alors justement, oui. Le sentiment national se forge-t-il avec Philippe Auguste et Jeanne d'Arc? Il commence à se forger avec eux, mais alors c'est ce que toujours qu'il y ait un adversaire quand même pour pouvoir faire nation. Exactement, et l'anglais et l'anglophobie est très développée à ce moment-là. Mais si vous voulez, ça reste circonscrit, je dirais, d'une part à des régions bien précises et surtout à l'élite. Et c'est véritablement à partir des Lumières du XVIIIe siècle, de la Révolution et plus encore un siècle qui m'est cher, le XIXe siècle, qu'il va y avoir une massification de l'idée de la nation et que les gens vont intégrer qu'ils sont français. Bonjour Dimitri Casali. Vous êtes plutôt histoire bataille ou plutôt histoire thématique? Histoire bataille, absolument. Ouais, justement, j'en parle dans ce livre où je dis que justement tout l'art militaire a été exclu des programmes scolaires, notamment du collège. Il a été parce que justement, on a considéré à partir d'un certain moment que il fallait plutôt faire étudier l'histoire par thème. Plutôt que par les chronologies. Les batailles sont vraiment déterminantes dans l'histoire? Dans l'histoire de France, notamment, comme disait Churchill, justement, la France est le pays qui a remporté le plus de victoires au monde. Et ça, on l'oublie toujours, parce que, comme vous le savez aujourd'hui, à travers mon livre, là, je stigmatise la repentance, la culpabilisation de notre histoire. Mais en fait, on n'a vraiment aucune raison de douter. On a plutôt des raisons d'être fiers de notre grande et belle histoire. De quoi doit-on être fier par rapport à la Grande Guerre? Ah, grande question. Justement, j'ai un beau chapitre dans mon livre où je mets en exergue la phrase de Maurice Genevoix, ce qu'on nous a demandé de faire et la plus grande difficulté que les hommes ce qu'on nous a demandé est la plus grande difficulté de ce que l'on demande aux hommes. Eh bien, nous l'avons fait. Parce qu'effectivement, ces hommes se battaient avant tout pour la défense d'un territoire et surtout pour la patrie. Et c'est un des grands thèmes récurrents de mon ouvrage. Ce qu'on vient d'entendre avec Éric Anceau. La patrie aujourd'hui n'est absolument plus défendue. Nous perdons la mémoire, Dimitri Casali. Et oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant aussi sur le point amnésique. Quand la France perd la mémoire, elle court vers sa désintégration. C'est ça que j'ai essayé de démontrer, et comme quoi un homme sans racines, sans passé, n'a pas d'avenir. Et ça, c'est vraiment le thème important de mon livre. Mais en quoi perdons-nous la mémoire? Eh bien, de notre histoire, de notre culture et de notre mémoire, de notre culture et de nos arts, parce que la France est aussi le pays des arts et des lettres, et le vol du Louvre dernièrement a démontré à quel point nous étions touchés dans notre chair, nous étions violés avec mais est-ce que paradoxalement, le vol du Louvre, finalement, pour tragique, enfin en tous les cas pour dramatique qu'il soit, n'a pas été l'occasion, n'a pas représenté quelque part, paradoxalement, l'opportunité de redécouvrir ces joyaux et de redécouvrir une partie de notre histoire? Oui, alors moi je vous répondrai que déjà on n'aurait jamais dû oublier le grand diadème de l'impératrice Eugénie, la reine Hortense, qui sont des femmes extraordinaires, et malheureusement plus aucun jeune justement, puisque mon combat c'est que cette crise de la transmission a démontré la grande ignorance
de nos jeunes générations, mais aussi de notre classe politique. Si aussi peu d'argent est mis dans la sécurité du Louvre, c'est parce qu'en fait, il y a une espèce de je m'en foutisme général. Alors, effectivement, c'est un point sur lequel on est beaucoup revenu sur le Figaro TV, mais revenons sur... C'est très intéressant que vous évoquiez le cambriolage et le braquage du Louvre, le casse du Louvre, parce que finalement, ce que l'on a appris à cette occasion, et Geoffroy Caillé, le rédacteur en chef du Figaro Histoire, le rappelait le soir même du casse, c'est que ces pierres précieuses et ces bijoux, ces joyaux ont été récupérés par le Louvre à grands frais tout au long du XXe siècle, mais pas à cause d'un casse, pas à cause d'un cambriolage, mais parce que la Troisième République avait délibérément dispersé et disloqué ces joyaux pour des prix dérisoires. Absolument, c'est la grande vente de 1887 où la Troisième République a vendu pratiquement tous les bijoux de la couronne, et au même moment où elle exilait les derniers survivants de la dynastie impériale et de la dynastie royale aussi. Donc ça, c'est un grand malheur. Pareil que les ruines des Tuileries après l'incendie de la Commune, on aurait pu absolument les protéger et réédifier le château des Tuileries. Là aussi, la Troisième République a laissé tomber. Et pourquoi la Troisième République n'a pas voulu reconstruire les Tuileries et n'a pas voulu reconstruire le château de Saint-Cloud? Ah bah ça, c'est l'époque où effectivement, elle a absolument nié l'héritage impérial, notamment de Napoléon III et de Napoléon Ier. Et dans les premiers programmes scolaires, justement, on voulait réduire la grandeur des deux empires pour mettre en exergue la République. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire a été un champ de bataille, du coup, à la Troisième République. Mais il y a une forme de cancel culture qui y a à ce moment-là. C'est ce que vous nous dites et ce que vous vous rappelez. Qui est tout aussi forte, peut-être voire plus forte à un certain point, que ce qu'on a pu connaître au moment de la Révolution française. Oui, mais très rapidement, il y a des grands historiens, justement, je m'appuie sur les récits fondateurs de notre histoire d'Ernest Lavis, qui est un grand historien de la Troisième République. Et républicain. Voilà, et républicain, mais qui a très bien compris qu'il fallait faire la synthèse entre notre héritage à la fois chrétien et monarchique et laïque et républicain. Et c'est ça, le hiatus aujourd'hui. On n'arrive pas à transmettre notre double histoire. C'est une histoire compliquée, comme vous le savez. La gauche et Mélenchon veulent faire commencer l'histoire de France en 1789. Non, comme je le prouve, je le raconte avec Clovis, la France a des racines chrétiennes pendant 1500 ans dont il faut tenir compte, et ce sont les rois de France qui ont fait la France, et en premier lieu, le Louvre. Le Louvre n'existerait pas s'il n'avait pas été créé, justement, par Catherine de Médicis, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Qui était le premier palais royal. Absolument. Et qui existe déjà même sous Philippe Auguste. Parce que le donjon, le grand donjon. Visiter le Louvre, justement, c'est l'une des visites méconnues, mais de pouvoir visiter les soubassements, et on retrouve les soubassements médiévaux, non seulement du Louvre, mais également de Paris. Sur quoi avons-nous le plus perdu notre mémoire? Sur les racines chrétiennes et de la France et le christianisme? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Nous avons nié le premier héritage de notre pays, c'est-à-dire l'héritage monarchique et chrétien, qui est fondamental. On parle du Louvre avec, j'ai un beau chapitre sur Philippe Auguste, justement, et sa victoire de Bouvines, qui est la première victoire, comme le disait le grand historien de l'époque, Georges Duby, où le sentiment national, c'est la première fois que le sentiment national éclot en France. Et ensuite, effectivement, ces droits rois fabuleux que sont Saint-Louis. Saint-Louis, c'est l'initiateur de la justice française. S'il est dans toutes les grandes salles des tribunaux français, s'il est dans la salle du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et d'ailleurs, Mélenchon voulait faire supprimer le tableau qui représentait Saint-Louis. Vous vous rendez compte? Parce que c'était une atteinte à la laïcité. Voilà. Ou l'indépendance de la justice. Mais c'est ça, notre histoire a plus de 2000 ans d'histoire. C'est absolument fabuleux. Aucun pays au monde, ou très rares sont les pays au monde qui peuvent avoir une telle histoire que la France. C'est très intéressant ce que vous rappelez sur Saint-Louis, et en particulier, justement, entre guillemets, l'invention de la justice.
parce que, je dis entre guillemets, parce que d'abord des rois juges, il y en a eu beaucoup, et en particulier dans l'Ancien Testament, mais ce qui est intéressant, et que la justice existait bien sûr avant, et elle s'appuie notamment même la justice de Saint-Louis sur l'héritage romain, mais le point intéressant, c'est que on voit bien que avec Saint-Louis, la justice émane du politique, mais au contraire, le politique n'est pas là pour étouffer la justice, mais justement pour la permettre, tout en étant lié avec lui, mais il reste, le politique reste le souverain ultime. Oui, c'est la grande ordonnance de 1254 dont je parle dans le livre de Saint-Louis, qui est sur la présomption d'innocence dès cette époque. Donc vous voyez, il y a déjà des grandes avancées avec l'Angleterre. Nous sommes les 2 seuls pays au monde à avoir avancé la présomption d'innocence, je vous le rappelle. Avec peut-être plus en Angleterre, 1215. En tous les cas, plus de droits pour l'individu en Angleterre qu'il y en avait en France, en particulier l'individu par rapport à l'État. Qui d'autre, dans cette histoire, dans notre histoire, sont les plus grandes victimes de cette perte de mémoire? Eh bien, les généraux, nos armées, l'art militaire dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut savoir que toutes les grandes batailles sont expurgées des manuels scolaires d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tenu à reciter. Est-ce que la guerre de 14 n'est pas une des victimes de l'oubli et de la perte de mémoire? Oui, absolument. Alors ça commence effectivement à Bouvines, qui n'est même pas à citer, Marignan, et surtout toutes les grandes victoires de Napoléon. Je vous rappelle Austerlitz, Jena, Friedland, Wagram, dont les noms sont partout autour de nous. Eh bien, aucune bataille est expliquée dans nos manuels scolaires. Elles sont à l'heure actuelle d'ailleurs tout autour de la commémoration et en particulier autour de la tombe du soldat inconnu qui est commémorée ce matin. Et bien sûr, de nos grandes victoires de la Première Guerre mondiale, la Marne et Verdun sont absolument même pas expliquées dans nos manuels scolaires. Vous vous rendez compte? On est passé à une ère de victimaire alors que nous avions une ère de héros. Et dans ce livre, je raconte la phrase de Debout les morts, vous savez, en 1915, comment ces hommes, les vrais héros de la guerre de 14-18, c'est avant tout, avant les généraux, bien sûr, ce sont nos ancêtres. Chaque Français a un arrière-grand-père, un parent qui est mort dans cette guerre. 1 400 000 morts, je le rappelle, pratiquement 8 millions de mobilisés. Et effectivement, nous devons nous en souvenir parce que cette histoire de nos ancêtres nous permet d'être plus forts pour affronter l'avenir. C'est ça le message du livre. Alors, parmi les grands chefs militaires qui sont oubliés, vous regrettez un oubli particulièrement, celui de Du Guesclin. Oui, Du Guesclin et Bayard, c'est grand, parce qu'effectivement, dans ce livre, et puis depuis quelques années, j'ai découvert que il y a 2 valeurs qui sont consubstantielles à la naissance de la France. C'est effectivement des valeurs chevaleresques qui datent de la mort de Roland. Vous vous rendez compte, on remonte au règne de Charlemagne, qui sont effectivement l'honneur et le panache. C'est des valeurs essentiellement françaises et je me dis, mais le panache aujourd'hui, le panache français, comme on disait à travers le monde à l'époque, est complètement oublié. Mais où? Montrez-moi, surtout nos derniers présidents, il n'y a aucun panache. Ils ne savent plus du tout ce que c'est. Peut-être chez Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Et Bayard et Du Guesclin, Du Guesclin, donc sa devise, pour Bayard, sans peur et... sans peur et sans reproche, nous montre que c'était des valeurs consubstantielles à la France. Et justement, je fais la longue lignée jusqu'à nos commandos morts en 2018 au Burkina Faso, Cédric de Pierrepont et Alain Bertocello, qui avaient ce sens. C'est uniquement l'armée française qui a conservé ces valeurs de panache et d'honneur. Ça, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'il faut... Et de mémoire aussi. Et de mémoire. Parce que c'est quand même la seule institution, notamment dans la formation de ces élites, notamment à l'école de guerre, qui s'appuie autant sur l'histoire. Absolument. Et donc, il faudrait que le grand public, les médias, et aujourd'hui, vous savez, dès qu'on brandit un drapeau français, on est traité de facho. Dès qu'on chante la Marseillaise. Du jardin. Voilà. Pourquoi vous arrêtez-vous à l'appel du 18 juin? Parce que justement, pour moi, c'est
c'est le dernier moment de la grandeur française où effectivement on s'inscrit le 18 juin. C'est le dernier grand moment de panache français. L'homme qui dit non à Londres, très rapidement rejoint par une poignée de résistants. Hein, je le rappelle, ils étaient même pas 3000 en 1941, donc un an après, il faut le redire. Mais c'est quand même un moment extraordinaire de notre histoire où effectivement, quand on touche le fond, on le montre aussi, je le montre avec Jeanne d'Arc notamment, avec l'empereur, avec Napoléon bien sûr. Quand la France touche le fond, elle finit toujours par rebondir. Et là, j'espère que là, nous avons touché le fond. Donc là, nous allons rebondir. Alors, très intéressant, puisqu'il ne faut pas perdre la mémoire, et peut-être que pour certains et certaines, le découragement, la désespérance fait perdre la mémoire. Donnez-moi un exemple. Vous nous avez donné juin 40, mais donnez-moi un autre exemple d'un moment où la France, pour reprendre votre expression, touche le fond et la France rebondit. Bien sûr, donc 1429 avec Jeanne d'Arc, la France a failli en 1429, la France a failli être pulvérisée entre trois royaumes, Bourguignon, Angleterre, le roi de Bourges, et ensuite Napoléon en 1799, quand il fait son coup d'État du 18 Brumaire, la France est vraiment au plus mal. Et enfin, l'homme du 18 juin qui est rejoint aussi par tous ces grands immigrés qui ont fait la France. Je parle notamment de Félix Éboué, ce premier gouverneur noir de l'Afrique équatoriale, qui justement épouse totalement les idéaux de la France éternelle. Et ça, c'est une ouverture. Je parle aussi des grands immigrés comme Pierre Savournian de Brazza, qui a essayé de transmettre l'humanisme français dans les colonies. Donc c'est tout un pan de notre histoire qui est complètement méconnu et qu'il faut absolument redécouvrir aujourd'hui si on veut regagner des positions justement en Afrique et à travers le monde. Deux dernières questions. Croyez-vous vraiment que Louis XIV soit victime d'un oubli aujourd'hui ? Alors, oui et non. Comme vous le savez, moi j'ai fait ma carrière d'historien en stigmatisant les programmes scolaires de Xavier Darcos et de Sarkozy en 2009, quand ils ont rétabli, ils ont forcé les programmes scolaires à traiter de l'empire africain du Monomotapa, justement en quatrième, en expurgeant Louis XIV. Donc vous vous rendez compte. Et ce sont toujours les programmes scolaires de Najat Vallaud-Belkacem de 2016, donc pratiquement 10 ans après, qui sont appris à nos collégiens. Donc on voit bien le résultat aujourd'hui. Si les jeunes Français, les jeunes générations ont cette détestation de la France, comme on l'a vu avec les émeutes de 2023, c'est à cause des programmes scolaires qu'il faut changer urgemment. Quelle est la figure de la Grande Guerre que vous admirez le plus ? Vous avez dit les poilus. Moi j'aime beaucoup, je vous dis, les généraux. Alors non mais il y en a plein. Foch, mais aussi j'ai une tendresse particulière pour Gallieni, parce qu'il a aussi donc des taxis de la Marne, mais pas seulement, parce qu'il a fait aussi une carrière dans l'empire colonial exemplaire. Il a écrit justement, c'est le père fondateur de cette pacification des populations civiles, comme on l'a vu avec ses ouvrages sur Madagascar et sur le Maroc, que Lyautey va reprendre. Il y a une tradition de connaissance de la colonisation qui est complètement oubliée. Et si on avait transmis ces ouvrages au président Macron et au Quai d'Orsay, on n'en serait pas là en Afrique. Merci Dimitri Casali. On va faire une révision avec Grégoire Tonnat dans un instant, d'ailleurs, sur la guerre de 14. En attendant, je ne peux m'empêcher de recommander chaudement votre livre ou comment réviser les moments clés de notre histoire. Avec plaisir et avec émerveillement, c'est toujours formidable. On recommande également les Historocs de Dimitri Casali. En tout cas, en attendant de vous inscrire dans un prochain opéra rock de Dimitri Casali, Quand la France perd la mémoire, c'est les récits fondateurs de notre histoire, c'est aux éditions Fayard, et c'est absolument à lire et c'est absolument à offrir. Que faut-il absolument savoir sur la Grande Guerre ? Peut-être, on va le savoir dans un instant avec Grégoire Tonnat, peut-être aussi déjà ce qu'en rappelait le chef de l'État, qui n'avait pas sur ce coup-là complètement reconnaissant. Il faut lui reconnaître ça, il n'avait pas perdu la mémoire. Elle brûle dans le cœur des soldats de la France, qui vivent pour la patrie et la République et qui parfois en meurent. Cette année encore. Et nous pensons à leurs familles, à leurs proches, dont certains sont là, au milieu de nous. La nation n'oublie pas.
l'inconnu et cette résistance, cette certaine idée de la France que nous chérissons. Et en tombant pour elle, il l'a relevée et il nous l'a léguée, avec un devoir d'unité, de dépassement et de bravoure. Bonjour Grégoire Tona. Bonjour. Pourquoi parle-t-on de la Grande Guerre ? Bon, pourquoi doit-on parler de la Grande Guerre ? Parce que c'est notre mémoire collective, parce que nous, je parle pour nous Français, c'est la pire saignée que nous ayons connue. La Seconde Guerre mondiale, évidemment, en termes de morts, est plus importante, mais en France, nous, Dimitri Casali, juste avant, l'évoquait, c'est 1 400 000 morts, c'est une génération qui est fauchée, c'est des centaines de milliers d'orphelins, c'est 3 millions de terres qui sont impropres à toute culture suite au bombardement, et puis c'est un élan patriotique incroyable. Pourquoi parle-t-on des poilus à cause de leur pilosité ? Alors ça c'est intéressant. En fait, le poilu dans l'imaginaire collectif, c'est un type qui, comme moi, se laisse pousser la barbe et sous-entendu, la vie est dure dans les tranchées, alors il se néglige. En fait, c'est pas du tout ça. Le poilu, c'est un terme qui remonte à avant la guerre de 14. Un poilu, en fait, c'est un homme courageux. C'est un type qui a du poil aux bons endroits. Voilà. Donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui se laisse aller. C'est bien quelqu'un qui tient, en fait, et qui tient dans la tranchée. Et c'est ce qui fait l'intérêt de votre quiz, de votre petit quiz, même si les grands formats de la Grande Guerre, on apprend plein de choses comme celle-là. Pour quelle raison a-t-on créé le tombeau du soldat inconnu, autour duquel il y a des commémorations encore ce matin ? Et tous les jours, on ravive la flamme à 18h, parce que durant cette guerre, donc la Première Guerre mondiale, il y a plus de 300 000 poilus dont on n'a pas retrouvé les corps. Alors, les bombardements lourds volatilisent complètement les corps. Et donc l'idée, c'était d'identifier donc un soldat inconnu qui permette aux familles de ces 300 000 disparus de favoriser entre guillemets le travail de deuil. Et c'est ça en fait le message de la tombe du soldat inconnu. Comment le soldat inconnu a été choisi ? Alors, c'est une cérémonie qui a lieu à la citadelle de Verdun en 1920 et on va confier à un jeune soldat, ancien combattant, donc on est en 1920, qui a fait la Grande Guerre, qui s'appelle Auguste Tin, et on va chercher d'abord 8 cercueils de 8 lieux de bataille particulièrement sanglants, et parmi ces 8 cercueils, on va demander à ce soldat d'en choisir un. Mais on ne sait pas qui sont les soldats qui sont à l'intérieur de ces soldats. Par principe, ils sont inconnus. En fait, ce sont des corps. Alors, il y a un travail qui a été fait pour s'assurer que ce ne soit pas un Allemand, évidemment. Ça ferait une tâche. Parce que il y a eu un doute. On est sûr que c'est un Français. Oui, il y a eu un doute, je crois, de mémoire. Il y a eu un doute sur un des cercueils, donc on l'a changé, et voilà. Et donc, parmi ces 8 cercueils, Auguste Tin, donc il y a une cérémonie très officielle, et après il y a tout un convoi qui part de Verdun pour aller jusqu'à l'Arc de Triomphe en train. Et donc Auguste Tin, il est confronté à un choix, il est tout jeune, et en fait, il va additionner les chiffres de son régiment, c'est le 132e régiment d'infanterie, et donc il va prendre le 1, 3, 2, 6, il va prendre le 6e cercueil. Et donc c'est ce 6e cercueil qui va être transféré sous l'Arc de Triomphe. Il faut savoir que les autres cercueils qui n'ont pas été retenus, pour autant, ont eu droit à un enterrement et sont aujourd'hui visibles dans les cimetières de Verdun. Depuis quand le 11 novembre est-il un jour férié ? Alors c'est 1922 en fait, donc c'est assez vite après la guerre, même si aujourd'hui il y a encore des polémiques pour effectivement changer cette date, de faire que ce soit plus un jour férié. Et il faudra attendre 2009 pour qu'un chancelier, en l'occurrence une chancelière, Angela Merkel, soit invitée à commémorer en France le 11 novembre. Elle aura d'ailleurs été invitée également pour le centenaire. Quel est le plus grand cimetière militaire français ? Alors, c'est la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, qui se trouve dans le Pas-de-Calais, pas très loin de Lens, où il y a environ 40 000 corps, donc à peu près 19 000 de mémoire, enfin à peu près la moitié, un peu moins de la moitié qui sont identifiés, qui ont une tombe nominale, et le reste sont répartis dans des ossuaires, donc les 21 000 restants sont dans des ossuaires qui sont sur le site de la nécropole. Combien d'ailleurs avons-nous de monuments aux morts en France ? Alors, parce que le monument aux morts, c'est une invention après la guerre de 14.
Oui, ça remonte un petit peu avant. La guerre déjà, de la guerre de 1870. 70, oui, il y a déjà des monuments aux morts. Alors ça s'explique, c'est intéressant aussi, ça, c'est que la guerre de 70, ça commence à une guerre à être très meurtrière. Au début, en fait, on ne commémore pas tout ça. Et on commence à faire quelques monuments aux morts. Et c'est vraiment avec 14 qu'on va se dire, il faut honorer la mémoire, évidemment, 1 400 000 morts. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, il y a quasiment autant de monuments aux morts qu'il y a de mairies en France, environ 30 000. Ces monuments aux morts, autour desquels encore aujourd'hui, ce matin, il y a des commémorations, sont aussi le signe d'un traumatisme de la nation. Mais qui n'a pas été, ou qui n'a pas un nom de famille qui va retrouver gravé sur un monument aux morts? Enfin, on a tous des, pour moi, grands-parents ou arrière-grands-parents qui sont tombés à la guerre de 14. Mais est-ce que ce n'est pas, paradoxalement, le début de la bascule dont on parlait au début de cette émission avec Michel Goya, où le militaire, le combattant et la combattante passent du stade, enfin, de la figure du héros à la figure de victime? Bah, je sais pas répondre en fait à cette question. En 14, en fait, c'est tout un peuple en fait qui est sous les drapeaux et sous l'uniforme. Hein. C'est environ 8 millions de mobilisés. La moitié sont des paysans, d'ailleurs, c'est intéressant de le dire. Donc c'est toute la nation qui est en guerre et sous l'uniforme. Vous le disiez à l'instant, si on fait le bilan de la Grande Guerre pour la France, donc 1,4 million. Ouais, 1,4 million. Alors 1,4 million, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Moi, j'ai utilisé dans le livre, en fait, j'ai fait une moyenne, c'est-à-dire que par jour de guerre, c'est autour de 880 jeunes soldats français qui meurent. 880 morts par jour. C'est une moyenne, bien sûr. Là, ça permet de comprendre, parce qu'1 400 000 morts, c'est un peu, c'est difficile. Donc c'est ça, c'est 1 million d'invalides, donc qui toute leur vie vont porter le poids de leur engagement pendant la guerre de 14. C'est là où on voit les gueules cassées. Et finalement, c'est là aussi où naît le statut de l'ancien combattant. Oui, tout à fait. Et l'après-guerre, les associations, les ligues, les anciens combattants vont militer pour reconnaître et contribuer à faire reconnaître les droits, évidemment, à juste titre, de tous ces combattants. On parle des victimes directes, mais il y a les victimes, j'allais dire, indirectes, pas si indirectes que ça, notamment les veuves et les orphelins. Oui, il y a 700 000, je crois que c'est 700 000 veuves et 600 000 orphelins. Vous imaginez grandir sans son papa, ce que ça implique. Donc c'est évidemment pas simple. Il faut rappeler quand même aussi qu'on est en 14-18, il y a 40 millions d'habitants. Donc il faut le ramener aussi au nombre d'habitants. Et puis il y a ce déséquilibre aussi homme-femme, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Évidemment, on perd un million. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a les veuves et il y a toutes les filles qui étaient fiancées et qui ne vont pas. Les fiancées ne reviennent pas du front. Et qui ne se marieront pas. En fait, il y a pénurie d'hommes. En fait, beaucoup de femmes ne se marient pas parce qu'il n'y a plus assez d'hommes, quoi. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est à l'instant on disait avec Dimitri Casali quels sont les exemples où on voit la France toucher le fond et après rebondir. Finalement, ce qui est assez frappant, c'est de voir quel est le bilan à la fin de la Seconde Guerre mondiale en matière démographique. Déjà, la démographie française n'est pas très florissante au XIXe siècle. Là, avec la guerre, ça va être un coup mortel. Et effectivement, les champs retournés, l'économie, bien évidemment, hormis l'économie de guerre, est par terre. Et pourtant, il va y avoir ensuite la Seconde Guerre mondiale qui va remettre un coup, en tout cas, et un traumatisme supplémentaire. Et pourtant, quelques années plus tard, on se relève. La France ça sera le baby-boom. On vit encore les dividendes du baby-boom aujourd'hui. Le baby-boom commence en fait pendant l'occupation. Vers 43. Oui, c'est ça. Et ensuite, on va devenir l'une des premières puissances agricoles du monde. Avec un taux de croissance très élevé, la reconstruction, en fait, et puis ce souffle en fait de vie aussi qui permet d'irriguer et de faire que dans les années d'après-guerre, effectivement, on connaît cette époque florissante. Vous parliez justement d'un des premiers d'un énorme traumatisme par le nombre de morts inédits qu'il y a eu à ce moment-là. Pour autant, est-ce que la guerre a été la première cause de mortalité ? Non, paradoxalement, c'est la grippe espagnole qui, en 1918, tue dans le monde, à l'échelle du monde, près de 30 millions de personnes. La guerre de 14, tout pays confondu, c'est environ 9 millions de morts. La grippe espagnole,
en tue 30 millions. Mais en fait, ça passe complètement à l'as de l'histoire. Mais dedans, pour nous, Français, vous avez des gens comme Guillaume Apollinaire, Edmond Rostand, qui vont mourir de la grippe espagnole. Guillaume Apollinaire, qui fait la guerre, qui est blessé à la tête, qui est hospitalisé, et finalement meurt, j'ai envie de dire bêtement, il survit quasiment à la guerre, et il meurt bêtement de la grippe espagnole. Pourquoi on appelle ça la grippe espagnole ? Parce que ça vient par les soldats espagnols. Je crois que c'est passé par l'Espagne. Mais en fait, les origines, ce qui était intéressant, c'est qu'on a découvert, je crois, au moment du Covid, que c'était également une grippe qui avait une souche asiatique à l'origine. Déjà. Qui est le général Pershing ? C'est le généralissime américain qui débarque en 17, donc c'est aussi qui vient entre guillemets la nation américaine donc entre en guerre en 1917, donc ils attendent quelque temps parce qu'évidemment ils sont plutôt isolationnistes à cette époque-là et finalement c'est lui qui va commander le corps expéditionnaire américain en France. Est-ce qu'il est vrai que l'intervention américaine en 1917 a été déterminante pour remporter... Alors ça c'est un petit peu une légende, c'est-à-dire que la propagande de l'époque présente les Américains comme les sauveurs. Alors numériquement oui, ils arrivent à mobiliser beaucoup de monde, mais il faut savoir que avant ça, l'armée américaine, en gros, c'est une armée de garde-frontières. Numériquement, elle est mineure. Ils n'ont pas d'expérience du combat. Ce sont les instructeurs français qui vont former l'armée américaine. Et en fait, de manière efficace et opérationnelle, c'est pas encore des soldats aguerris. Je veux pas dire des mauvais soldats, mais c'est pas des soldats aguerris. Ce sont les Français qui, derrière, ont 3 ans de guerre et qui vont les former. Mais ce mythe du sauveur américain, il y a un très bon livre qui est sorti là-dessus, d'ailleurs. Je ne sais plus le nom de l'auteur. Et il est déjà à l'époque relayé par la propagande en disant les Américains vont arriver, ils vont nous sauver. Très intéressant. Il y a un autre point. Vous rappelez parmi les personnages emblématiques de la Deuxième Guerre mondiale, une figure de la Deuxième Guerre mondiale ? De la Première Guerre mondiale, pardon, qui est un peu oubliée, et même si on voit souvent son nom, c'est Clémenceau. Il est plus qu'important. C'est le père de la victoire. Quand il est nommé... Et là, c'est pas un mythe non plus ? Ah non, c'est pas un mythe. Alors on peut aimer ou ne pas aimer Clémenceau, lui faire plein de reproches, etc. Quand il devient président du Conseil en 1917, il y a des courants très forts pour faire arrêter la guerre. Alors pas qu'en France, dans différentes nations en guerre. Et lui, il va complètement inverser la vapeur. Le politique va reprendre le pouvoir sur le militaire. Et d'ailleurs, il va passer sa vie à aller visiter les soldats au front pour prendre le pouls, sentir la température, voir comment les gens, quel est leur état d'esprit, etc. Et c'est vraiment son surnom de père de la victoire, on lui doit bien. Après, on peut débattre du règlement, du traité de Versailles, etc. Mais il inverse la vapeur vraiment. Et il a cette poigne de fer qui fait que, il mène la France à la victoire. Un mot peut-être du maréchal Foch. Alors, un maréchal Foch. Qui est donc le généralissime de 1918, qui est un homme avec une énergie assez importante. Je crois qu'il y a une phrase de quelqu'un qui dit de lui qui marche au radium ou quelque chose comme ça. Je sais plus qui. C'est lui en fait qui est. Alors ce qui est important de dire, c'est que à cette époque-là, et je crois qu'on doit ça à Clémenceau, sauf erreur de ma part, c'est qu'en fait on va avoir un commandement unique. C'est-à-dire qu'avant, les armées alliées étaient un peu séparées dans leur commandement et Foch est le généralissime de toutes les alliées. C'est l'OTAN avant l'OTAN. Ouais, sauf que là, ils combattent vraiment, quoi. Parmi les objets de la Deuxième Guerre mondiale, vous dites ce qui est assez neuf, c'est le fusil et la mitrailleuse. Alors, pas tant le fusil, c'est surtout la mitrailleuse, parce que c'est une puissance. Alors, la mitrailleuse, elle n'a pas été inventée en 14-18. C'est la guerre de sécession, déjà, qui est... Voilà. Mais donc, c'est une puissance de feu. C'est-à-dire que 2-3 servants, et en 14, c'est ça, les pertes des premières semaines de guerre sont énormes, et notamment parce qu'on charge encore à l'ancienne, comme on chargeait sous Napoléon III, c'est-à-dire en rang serré, et qu'en face, vous avez trois servants de mitrailleuses qui vont ratatiner une compagnie complète. L'armée française, le 22 août 14, grâce, entre guillemets, ou à cause de ça, ces anciennes techniques de combat, face à ces armes extrêmement meurtrières, perd 27 000 hommes. 27 000 hommes morts, français, morts en une journée, début 14. Et ce feu puissant fait que très vite, on va s'enterrer.
et qu'on va rentrer dans une guerre de position, de tranchées, pour se protéger du feu. Ce sont des détails qui... le diable est souvent dans les détails, et surtout en particulier dans les guerres, et tous ces détails sont absolument passionnants, on les découvre. Donc dans votre petit quiz, il faut le relire. Alors effectivement, il y a le char d'assaut qu'on redécouvre. Des artisans de la victoire. Les artisans, et qui va être déterminant également dans la guerre d'après, la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle en voulait plus, et c'est ce qu'on découvre dans votre petit quiz qui est grand format maintenant, mais il faut absolument le lire et l'offrir. Vous en aurez pour votre argent en plus. Le quiz de la Grande Guerre, c'est comme tous les quiz à avoir, donc à offrir, et c'est aux magnifiques éditions Pierre de Taillac. Merci beaucoup, Grégoire Tonnat, d'avoir répondu à votre quiz. Et encore une fois, vous avez plus que la moyenne, vous avez surperformé. Merci beaucoup. On se retrouve demain, même heure, même endroit et en direct.